Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Sébastien Dupont. Je suis actuellement ingénieur de recherche au sein du UMR, l'UMR Procédés alimentaires et microbiologiques. Et donc, comme précédemment, c'est une unité mixte de recherche qui appartient à la fois à AgroSubdivision et à l'Université de Bourgogne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes travaux qui concerne en fait le rôle de l'ergostérol dans la résistance des levures à la déshydratation. Alors je vais suivre le plan de présentation suivant. Je commencerai par me présenter rapidement avec mon parcours universitaire et également l'environnement de recherche dans lequel je travaille. Et ensuite, je rentrerai justement sur la partie scientifique que je compte vous présenter avec une introduction qui va présenter des généralités sur le lien entre l'hydratation et les organismes biologiques. Je vous présenterai ensuite notre modèle d'étude qui est la levure Saccharomyces cerevisiae et plus principalement sa membrane plasmique qui est la structure sur laquelle on se focalise. Et enfin, la problématique qui découle de cette introduction. Ensuite viendra la partie expérimentale avec classiquement la démarche expérimentale, les résultats et la conclusion, et je finirai avec quelques applications industrielles. Donc mon parcours universitaire, en fait, après mon bac, j'ai eu un bac S et j'ai fait des études à Grenoble, à l'université Joseph Fourier, où j'ai obtenu une licence de biologie cellulaire et physiologie. Ensuite, je suis venu à Dijon, donc à l'université de Bourgogne, pour me spécialiser dans la qualité alimentaire. Donc j'ai obtenu un master 1 toujours dans la même dominante, biologie cellulaire et physiologie. J'ai poursuivi avec un master de recherche sciences de l'alimentation qui a débouché sur un doctorat que j'ai obtenu en 2011. Pour vous présenter un peu mon environnement de recherche, donc je travaille au sein de l'équipe PMB, qui est en fait intégrée dans l'UMR Procédés alimentaires et microbiologiques. Et cette UMR est composée de 3 équipes. On a une première équipe qui est l'équipe VALMIS, qui veut dire vin, aliments, microbiologie, stress, qui s'intéresse aux procédés de fabrication du vin, mais également aux conditions de vieillissement du vin. Une deuxième équipe qui est l'équipe PAPC, qui est procédés alimentaires et physico-chimie, qui s'intéresse à la formulation des aliments et donc ils cherchent en fait à optimiser des propriétés de texture ou d'arôme des aliments. Et enfin, il y a la partie procédés microbiologiques et biotechnologiques auxquels j'appartiens. Et je vais vous détailler un petit peu plus la recherche qui est effectuée au sein de cette équipe. Alors au sein de cette équipe, on s'intéresse surtout aux réponses cellulaires lors de l'application de perturbations physiques et ou chimiques. Alors en détail, en fait, on s'intéresse à différents types de cellules qui sont utilisées dans l'agroalimentaire, comme les levures ou les bactéries, qui vont servir à la production d'aliments, mais on travaille également avec d'autres types cellulaires, comme les cellules animales ou bien encore les cellules végétales. Sur ces cellules, nous allons appliquer des perturbations. Alors ici, je n'ai pas été exhaustif, mais j'ai mis quelques exemples. On a des perturbations thermiques, ça peut être des hautes températures ou des basses températures. Des hautes pressions, on peut monter jusqu'à 6000 bars dans des réacteurs. Et on utilise également notamment la déshydratation. Enfin, les réponses cellulaires étudiées vont être de différents types. On va avoir des réponses biologiques classiques, telles que la transcriptomique, la lipidomique, où on va regarder des réponses plus générales, comme la viabilité, ou bien encore des changements de la physiologie des cellules. Le deuxième type de réponse étudiée, ça va être des réponses physiques, plus des modifications structurales des macromolécules, comme une modification des protéines, de l'ADN, ou bien encore des lipides. Alors en fait, à quoi ça sert d'étudier tout ça? En fait, comprendre les mécanismes à l'origine de l'adaptation, de la résistance ou bien de la mort des différents types de cellules va avoir une importance pour améliorer différents procédés. Ces procédés, ça va être d'une part de détruire des micro-organismes pathogènes, donc pathogènes notamment ceux qui sont dans l'alimentation, comme l'Listeria, ou également les micro-organismes indésirables qui vont en fait pourrir vos produits. Donc on va chercher à éliminer ces micro-organismes pour pouvoir donc préserver vos aliments. Le deuxième procédé intéressant, c'est également, on veut améliorer les procédés d'utilisation des micro-organismes, notamment dans les procédés de bioconversion, de fermentation ou bien de colonisation. Et le dernier aspect, c'est l'amélioration des procédés de conservation des cellules d'intérêt, puisqu'en fait, lorsqu'on fabrique des aliments, on fait souvent appel à des micro-organismes. Et donc l'idée, ça va être de conserver ces micro-organismes d'intérêt par le biais donc, de procédés de conservation. Donc maintenant, si on rentre sur la partie scientifique, je vais vous parler d'hydratation et de déshydratation.
Et pour commencer d'une manière assez générale, je vais vous présenter la chronologie de la vie sur Terre à l'aide de cette frise. Et donc, il faut savoir que la Terre est apparue il y a environ 400-500 millions d'années, 4500 millions d'années. Et les premières formes de vie sont apparues donc, dans les océans il y a environ 3800 millions d'années. Donc elles sont supposées être apparues au niveau de sources hydrothermales chaudes, comme un fureur noir que l'on voit ici. Alors par contre, les premières formes de vie terrestre qui ont lieu en dehors de l'eau, ce qu'on va appeler la vie terrestre aérienne, sont apparues, elles, seulement il y a environ moins 420 millions d'années. Ce qui veut dire qu'en fait, la majorité de la vie qui a lieu sur Terre s'est déroulée dans les océans, et la vie terrestre aérienne est un phénomène relativement récent au vu de l'échelle des temps géologiques. Alors sur cette deuxième slide, je vous ai mis une phrase d'un biologiste canadien assez célèbre qui dit « La vie est sortie de l'eau, mais l'eau ne sort pas d'elle ». Alors par cette phrase, en fait, donc, il a voulu dire que la vie est née dans les océans, elle est sortie de l'eau, mais par contre que les cellules biologiques sont toujours constituées d'une proportion d'eau très importante. Alors si on regarde ici, on a quelques chiffres qui représentent en fait des proportions en masse. Il faut savoir que les mammifères, la masse des mammifères en eau représente 60 à 80% de leur masse totale, donc ce qui est relativement important. Cette valeur monte jusqu'à 95% pour des cellules de fruits et légumes, et pour des micro-organismes, on est de l'ordre généralement de 80% de la masse des micro-organismes qui est de l'eau. Donc c'est vraiment la part la plus importante des cellules vivantes. Alors cette grande quantité d'eau, en fait, va avoir des rôles cruciaux dans la cellule. Elle va participer d'une part aux réactions biochimiques, comme par exemple dans les réactions d'hydrolyse. Elle va participer également à la mobilité des molécules au sein des cellules. Et l'eau va également structurer les macromolécules du vivant. Donc les macromolécules du vivant, ça va être les protéines, puisque l'eau va pouvoir permettre le repliement particulier des protéines. Ça va être le cas aussi pour les membranes biologiques, qui sont constituées de phospholipides, et également des acides nucléiques. Enfin, pour finir, il faut dire qu'une cellule biologique, c'est un organisme, non, c'est pas un organisme, c'est une structure qui est compartimentée. C'est-à-dire qu'une cellule biologique, il va y avoir une membrane plasmique, qui est la membrane la plus extérieure, qui va représenter une barrière entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir différents compartiments qui vont également être formés par des membranes. Et le bon fonctionnement d'une cellule va reposer sur l'intégrité de l'ensemble de ces membranes. Alors il faut savoir que pour les organismes qui vivent donc à la surface de la Terre au niveau aérien, il va y avoir une grosse contrainte, c'est qu'il va falloir maintenir cette eau dans les organismes. Et donc il va y avoir des stratégies qui ont été développées par les organismes terrestres pour maintenir l'homéostasie hydrique. Puisque je vous le rappelle, en fait, le maintien de l'homéostasie hydrique est crucial pour la survie des organismes. Et notamment pour l'homme, on peut rester environ 30 jours sans manger, mais 3 jours sans boire. Donc il est vraiment important de maintenir une hydratation optimale. Et donc il a été développé au cours des temps des systèmes, comme notamment pour les plantes qui vont avoir des racines qui vont pouvoir puiser l'eau au niveau du sol, ou bien les mammifères qui vont pouvoir se déplacer pour trouver un point d'eau et pouvoir conserver leur hydratation. Alors en fait, il est très important de conserver l'hydratation, puisque si l'on regarde un peu ce qui se passe sur ce schéma qui est ici, lorsque l'on déshydrate une cellule, donc en fait en bleu, vous avez de l'eau. Ici, une cellule vulgairement schématisée avec une membrane plasmique en marron. Quand on va retirer l'eau, on va avoir de l'eau qui va s'évaporer et on va ensuite avoir de l'eau qui va sortir de la cellule, qui va conduire en fait à une contrainte mécanique au niveau de la membrane plasmique due à la diminution du volume de la cellule. Quand la déshydratation est sévère, les cellules vont se retrouver directement en contact avec l'air atmosphérique. Et en fait, cet air atmosphérique contient de l'oxygène qui va conduire à des réactions d'oxydation. Et ces réactions d'oxydation, combinées aux contraintes mécaniques qui sont assez violentes, conduisent à une perméabilisation de la membrane plasmique et donc à la mort des cellules. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de maintenir le contenu hydrique dans les organismes vivants. Alors pourtant, dans la nature, il y a des exceptions, il y a ce qu'on appelle les anhydrobiotes, qui sont des organismes qui sont capables de résister à des déshydratations poussées. Alors en fait, je vous ai mis quelques exemples. On a ici un exemple sur un insecte, qui lorsqu'il est hydraté ressemble à ça. Quand il se déshydrate, il se compacte, il se contracte, mais si on remet de l'eau, il n'y a pas de problème, il vit quand même. Donc on a d'autres exemples, on a les plantes, quelques exemples. Sur des invertébrés, des animaux invertébrés, ça marche aussi.
Et on a également la levure, Saccharomyces cerevisiae, qui possède cette capacité à se déshydrater et à se réhydrater tout en conservant sa survie. Alors ceci nous amène à une grande question, c'est comment la membrane plasmique des cellules de ces organismes peut rester intègre lors de la déshydratation. Et donc pour ça, on a décidé d'étudier la levure, parce que c'est un modèle d'étude facile à produire, donc on en produit en grande quantité dans les laboratoires, et également parce que son génome est totalement séquencé. Donc ça permet de produire des mutants qui vont avoir, ce sont des levures qui vont avoir des protéines en moins, et on va pouvoir justement étudier si ces protéines ont un rôle dans différentes fonctions physiologiques. Donc cette levure, je vais vous la présenter un petit peu plus en détail. Donc la levure, c'est la levure Saccharomyces cerevisiae, qui est la levure de boulanger. C'est un champignon unicellulaire eucaryote qui a une taille d'environ 5 micromètres. Alors sur le schéma ici, donc cette levure est composée d'une paroi le plus à l'extérieur, avec juste en dessous la membrane plasmique, qui est la structure qui nous intéresse. Ensuite, classiquement, on retrouve tous les organites d'une cellule eucaryote à l'intérieur de la levure. Donc cette membrane plasmique, plus en détail ici, est composée en fait d'une bicouche de phospholipides. Et donc cette bicouche de phospholipides, on va retrouver des protéines qui traversent la membrane, d'autres sont seulement sur un des feuillets. Sur ces protéines peuvent être associés des sucres. Et enfin, on a un lipide très important dans la membrane qui est l'ergostérol. Alors l'ergostérol, c'est un analogue du cholestérol des animaux. Et cet ergostérol est connu pour stabiliser les membranes. Donc si on regarde un peu plus en détail les stérols des champignons, donc les champignons, la levure appartient aux champignons, ici on a un arbre phylogénétique qui représente l'ensemble des champignons que l'on a à l'heure actuelle sur Terre. Donc avec sur le bas de la figure des champignons flagellés, donc ça veut dire que c'est des champignons qui sont marins, et sur le haut de la figure ici, des champignons plus évolués, et on trouve dans ces champignons plus évolués Saccharomycotina, qui est la levure Saccharomyces cerevisiae. Ici, vous avez les différents types de stérols qui sont accumulés par les différents champignons. Si on regarde les stérols accumulés en fonction du mode de vie de ces champignons, j'ai représenté en fait dans les cadres bleus les champignons marins, dans les cadres rouges les champignons terrestres. Ce qu'on remarque, c'est que tous les champignons terrestres vont accumuler de l'ergostérol. Par contre, les champignons marins, qui vivent dans l'eau, eux, ils ont d'autres stérols, ils ont des stérols plus simples, mais non pas d'ergostérol. Donc ceci semble montrer qu'il est important pour les champignons, pour la vie en dehors de l'eau, d'avoir de l'ergostérol dans leur membrane. Donc si on revient un peu justement à cette levure, qui est un champignon évolué, si on regarde un peu son mode de vie, donc il faut savoir que cette levure, on la retrouve à la surface des plantes, des animaux et du sol. Cette levure, qui n'est pas capable de maintenir son niveau hydrique, va subir des niveaux d'hydratation qui vont dépendre directement des fluctuations climatiques. Donc quand il va pleuvoir, la levure va être dans un environnement aqueux. Quand la situation sera intermédiaire, on va avoir moins d'eau disponible. Et dans les cas extrêmes, les cellules seront directement en contact avec l'air atmosphérique et donc on aura des phénomènes d'oxydation. Et la question que nous nous sommes posée, c'est est-ce que l'ergostérol joue un rôle dans la survie des levures à la déshydratation et donc dans la résistance à la déshydratation. Donc je vais vous présenter rapidement le protocole expérimental que nous avons suivi pour essayer de répondre à cette question. Donc pour ça, nous avons utilisé donc la levure Saccharomyces cerevisiae, wild type, c'est la levure sauvage, c'est celle qu'on retrouve dans la nature, et également on a fabriqué un mutant. Alors un mutant, en fait, on a enlevé un gène. Alors ici, vous avez la voie de synthèse de l'ergostérol, avec différentes étapes. Et ici, on a délété un gène, donc on l'a supprimé, un gène qui code pour une protéine qui est une enzyme qui est ici, qui est impliquée dans la voie de biosynthèse de l'ergostérol. Donc notre mutant delta-ERG6 ne possède pas cette protéine, ce qui veut dire que sa voie de synthèse va s'arrêter à la molécule qui est ici, qui est le zymostérol. Donc cela nous permet d'avoir deux souches de levure différentes, avec une qui accumule de l'ergostérol et l'autre qui accumule du zymostérol. Alors par le biais de ce système, on va pouvoir répondre à deux questions. D'une part, est-ce que la nature des stérols influe sur la résistance des levures à la déshydratation? Et une question un peu plus précise qui est, est-ce que l'ergostérol a un rôle dans la résistance des levures à la déshydratation? Donc pour ça, le protocole est assez simple. On cultive les deux souches de levure, on les déshydrate. Après les avoir déshydratées, on peut les observer en microscopie. Ensuite, on les réhydrate et on regarde la survie des différentes souches. Donc voici le premier résultat que nous avons obtenu. Donc en fait ici, on a un graphique qui présente un taux de survie
en pourcentage. Ici, nous avons les deux souches, la souche sauvage qui accumule l'ergostérol, la souche mutante, le zymostérol. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a une survie qui est assez forte après un cycle déshydratation et hydratation. Environ 80% pour la sauvage et moins de 5% sur la erg6. Ce qui veut dire ici que la nature des stérols va influencer la résistance des levures à la déshydratation. Alors, pour comprendre un peu ce rôle de l'ergostérol dans la résistance des levures, on a effectué ce même séchage, mais cette fois-ci en enlevant l'oxygène du milieu. Donc pour ça, on a en fait séché sous azote. Donc ça permet en fait d'enlever la contrainte oxydative qui est observée pendant le séchage. Et ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on enlève la contrainte oxydative, on va avoir une survie qui est augmentée sur les deux souches. Alors cependant, l'augmentation de survie est assez différente entre les deux souches, puisque sur la souche sauvage, on a une augmentation assez faible, qui est de l'ordre de 1,3, alors que sur la souche mutante, on va augmenter de 13 fois la survie. Donc, ce qui semble dire que le stress oxydatif sur la souche sauvage a assez peu d'impact, et ce qui semble montrer que l'ergostérol pourrait protéger de l'oxydation. Par contre, on voit que lorsque l'on retire le stress oxydatif, il y a encore une grande différence entre les deux souches. Ce qui veut dire que le stress oxydatif n'est pas le seul paramètre à diminuer la survie lors de la déshydratation. Donc on s'est intéressé à la deuxième contrainte, qui est la contrainte mécanique au niveau de la membrane plasmique. Et pour observer un peu cet effet de la contrainte mécanique, on a réalisé de la microscopie électronique pour observer les membranes donc des deux souches. Et ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on fait de la microscopie électronique sur la souche sauvage ici, donc ici on a une visualisation d'une cellule entière avec ici un zoom un peu plus détaillé, ce que l'on voit, c'est que sur la souche sauvage, lorsqu'il va y avoir la diminution de volume, il va y avoir des invaginations de la membrane plasmique, ce qui va permettre en fait à la cellule de conserver sa continuité membranaire. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la souche de l'alter-ergo-6, on a un comportement assez différent, puisqu'au niveau du zoom, ici, on peut voir que la membrane plasmique va former de nombreuses petites vésicules entre la membrane et la paroi de la levure. Ce qui veut dire qu'ici, on va avoir une perte de continuité de la membrane et donc une perte d'intégrité de la membrane. Donc ces résultats montrent que la nature des stérols influence le type de déformation de la membrane et montre également que l'ergostérol permet une résistance accrue aux contraintes mécaniques qui sont induites sur la membrane et notamment lors de la déshydratation. Alors pour confirmer un peu ce rôle de l'ergostérol, on a fait toujours un séchage et une réhydratation, mais cette fois-ci, on a supplémenté le milieu avec de l'ergostérol. Et lorsque l'on fait ceci, en fait, on voit que même la souche sensible devient très résistante. On a une résistance qui est similaire à la souche sauvage, ce qui veut dire qu'ici, l'ergostérol est bien un élément clé dans la résistance des levures à la déshydratation. Deuxième élément intéressant, on montre également par ce biais qu'on peut également rendre résistante une souche fragile. Donc pour conclure un peu cette présentation, nous avons vu que l'ergostérol est impliqué dans la résistance des levures à la déshydratation, et ce par deux phénomènes. D'une part, une protection des lipides contre le stress oxydatif, et d'autre part, par son action sur le renforcement mécanique de la membrane. Deuxième aspect intéressant, on peut également rendre résistante une souche sensible en supplémentant en ergostérol cette souche. Et enfin, une conclusion un peu plus générale, on peut penser que l'ergostérol a probablement été une molécule clé pour le passage de la vie aquatique à la vie aérienne des champignons. Pour finir cette présentation, je voudrais vous montrer aussi quelques applications industrielles, puisqu'en fait, notre équipe est souvent en relation avec des industriels, et donc je vais vous présenter quelques-uns de nos partenaires. Donc on travaille régulièrement avec le SAF, qui est un fabricant de ferments qui servent pour la boulangerie ou la vinification, et donc on a déjà travaillé avec eux sur la stabilisation de différents ferments. Nous travaillons également avec le laboratoire pharmaceutique Merck, qui, notamment pour leur partie production de bactéries probiotiques. Alors, les bactéries probiotiques sont les bactéries qui donnent un avantage sur la santé de l'homme. Et donc, on a travaillé avec eux pour leur produire des bactéries sous forme sèche probiotiques. Et également, on travaille actuellement avec l'établissement français du sang. Donc, cette fois-ci, ça ne concerne plus les micro-organismes, mais on est en train d'essayer de développer des méthodes de préservation de globules rouges sous forme sèche pour en fait pallier à l'actuelle méthode de conservation par réfrigération qui permet des durées de conservation assez courtes. Donc je vous remercie de votre attention et puis j'attends vos questions. Merci Sébastien. Comme tout à l'heure, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions.
Je regarde bien dans la salle. Là devant, il n'y a pas de question? Ah, super. Pourquoi c'est spécifiquement sur ces bactéries, sur les levures que vous avez travaillé? Alors, déjà, on va travailler, il y a une réponse assez simple. On a déjà choisi, en fait, dans les anhydrobiotes, il faut savoir que les bactéries ne présentent pas les mêmes capacités de résistance à la déshydratation. Donc déjà, notre postulat de base, c'est de regarder dans la nature qu'est-ce qui résiste. Si on regarde les bactéries, elles sont assez peu résistantes par rapport à la levure, à la déshydratation. Donc on a choisi quelque chose qui résistait bien à la déshydratation pour essayer de comprendre quel phénomène permet de résister à la déshydratation. Donc les bactéries, vu qu'a priori elles sont moins résistantes, c'est plutôt difficile de chercher le mécanisme de résistance sur les bactéries. Il y en a d'autres qui ont des questions? Bon, merci beaucoup en tout cas.